il va chercher en fait des acteurs qui sont antinaturalistes, qui sont extérieurs à leur jeu, et il va leur faire jouer. Je pense que c'est une intention, en dehors du fait qu'il ne sait pas parler français, je pense que l'intention, c'est d'avoir le jeu le plus monocorde possible, Oui, ça, je suis d'accord. parce qu'il y a de l'artificialité dans leur relation entre eux, puisqu'ils mentent tous, ils feignent Ouais. tous de ne pas se connaître. Il a réalisé 3 films qui sortent cette année, ce qui est quand même colossal. Est-ce que c'est pas un petit peu trop? On avait déjà parlé de Cloud, Et oui, ici avec Thomas Grignon, J'étais là. ici présent. c'était déjà pas extraordinaire. Voilà. Et Et pourtant, j'aime ce cinéaste. oui, moi j'ai découvert Cure il y a pas longtemps, et je reconnais que c'est un excellent film, un absolu chef-d'œuvre inouï, C'est vraiment très bien. et que il m'a tout de suite rendu curieux de voir tous les Kiyoshi Kurosawa qui peuvent sortir. Si j'avais juste vu Cloud, je pense que je me serais passé de la voix. Non, Moi, mais j'avais bien aimé Cloud. il faut pas forcément découvrir Kiyoshi Kurosawa par les films qu'il a réalisés ces dernières années. C'est-à-dire que, Moi, je trouve que son quand même, prime il a- était. Enfin, je veux dire, Ouais, mais il a eu une run surprenant, tu vois. monstrueuse entre 97 et Ouais, 2010, tu vois. Il y a vraiment beaucoup La d'excellents crise de la films. vo- quoi. Dans la voix du serpent, non, ça va. Chime, c'est sympa. Non, elle est pas mal. Chime, Ouais, ouais, c'est Chime. le C'est- mieux des trois. je c'est le pense, meilleur ouais. des Mais moi, trois, je je pense suis que d'accord. justement, il y a un truc à jouer. Bon, je vous laisse présenter le film, mais je pense que sur cette question des acteurs, il y a quelque chose d'hyper intéressant qui se noue en fait. Donc, La Voix du Serpent, c'est un auto-remake d'un film qu'il avait réalisé en 98, que tu as vu d'ailleurs, il me semble, Il y a Vol, qui s'appelle... le Serpent's Path, c'est Ouais, le même enfin, c'est- titre international Vu en qu'il n'est fait. pas sorti en France, il a pas Mais été traduit en français, avec j'imagine. des différences de traduction, le film s'appelle Le chemin du serpent. Ok. Et là, c'est La voix du serpent, c'est le même titre en fait. Et tu me disais, Thomas, que donc l'original Moi, était compris dans une sorte de binôme de films. Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est des films qui sortaient pas au cinéma au Japon non plus. C'est du cinéma D'accord. en fait. C'est des films qui sortaient C'est en des directs- cassette. un peu des directs Ce qu'il fait VHS. encore. Ce qu'il fait encore. Il en fait encore. Parce que Enfin, Chime, par exemple, est un film prévu pour une plateforme d'Ato. Exactement. Et sauf que Chime a bénéficié d'une sortie cinéma en France, par exemple, ce qui est un peu bizarre. Et il avait fait une sorte de doublon. C'est pas un diptyque, c'est un peu bizarre. Serpent's Path, Eyes of the Spider, donc les yeux de l'araignée, Je l'ai pas vu. qui est à peu près la même histoire, mais avec des variations, les mêmes acteurs et les mêmes décors. Moi, j'ai vu Eyes of the Spider pour le coup. Ok, donc est-ce que tu veux nous pitcher le film, Elias? Oui, je suis très mauvais en narration de film, en pitch, mais je dirais que un père qui a perdu sa fille se fait épauler par une psychiatre, Enfin, une nana, on sait pas trop son métier, du coup. psychosomatologue, Oui, c'est vrai, elle le dit explicitement. pour se venger et enlever les tenants d'une sorte de fondation mystérieuse qui sont tous donc on découvre qu'ils sont tous plus ou moins mouillés dans une affaire de trafic d'enfants dont aurait été victime la fille de Damien Bonnard, l'acteur principal. Qui a un nom un nom totalement nul dans le film, dans mon souvenir. Je sais plus. Genre, la femme Albert, s'appelle c'est Julie, Albert ouais, quelque Il y a, chose, il y a non pas Bernard ou Serge ou des trucs. C'est vraiment des noms random français oui. qui n'existent plus en 2025. Tu vois. Ouais, c'est très vrai. Donc voilà, c'est ça un principe qui est en plus adapté, donc qui est adapté en français, parce que dans le film original, il s'agissait d'histoire de Yakuza. Donc on a une forme d'adaptation en français. Je commence ou faut... Bah écoute, tu peux, vas-y. T'es Parce sur que du ta coup, lancée. j'ai compris. Moi, en fait, je pense qu'il y a deux manières d'appréhender ce film si on adopte une perspective autoriste. Il y a une manière de l'appréhender au regard de l'œuvre complète de Kiyoshi Kurosawa. Et enfin, il y a même 3 manières. Et il y en a une au regard de l'œuvre française de Kiyoshi Kurosawa qui avait déjà réalisé un film en 2017 dont j'ai oublié le nom avec Tahar Rahim. Le secret de la chambre noire. Le secret de la chambre noire qui était très faible cette fois-ci. Et puis aussi de ce corpus justement dont vous parliez qui émerge, celui de Chime, Cloud et La Voix du Serpent. Donc c'est 3 films de 2025 qui sont un peu un retour, j'ai l'impression, de Kiyoshi Kurosawa après avoir plutôt été mis de côté par la distribution en France, j'ai l'impression.
Oh, il avait quand même Les Amants Sacrifiés en 2021 avait Oui, déjà c'est fait un vrai. petit peu événement. C'est vrai, quand même. les amants sacrifiés, ouais, mais quand même. Mais il est de nouveau un peu à la mode, quoi. Oui, Il il a est- eu le droit à il une est- invitation au Max Linder à l'occasion En d'une fait, c'est petite rétrospective aussi de qu'il a films. eu en 2021 pour Les Amants Sacrifiés le prix de la mise en scène à Venise, Oui, c'est vrai. qu'il a un peu remis sur la sellette, Ok. et Hamaguchi. Sur la selle, pas sur la Sur la selle. Et Hamaguchi, qui est son élève, Oui. a refait un peu sa pub à ce Tout à moment-là, fait, tout à fait. depuis 5 ans, quoi, à peu près. Tout à fait. Mm. Et donc, on a un nouveau corpus qui Mm. émerge, et que j'ai l'impression que c'est un corpus dont Chime est un peu disons, l'exemple. Mm. C'est un corpus qui se base plutôt sur la banalité, Mhm. qui est un corpus plutôt réaliste. Et où l'histoire policière ou l'histoire fantastique, dans le cas de Chime, s'appuie sur quelque chose de plutôt dans l'ordre du réalisme, avec des choses qui sont très pratiques, mais qui sont dans l'ordre du réalisme, la description du métier des personnages, des préoccupations plutôt d'ordre monétaire, là où, disons, les personnages des films des années 90 c'était plutôt justement évoluaient dans des métiers-fonctions. On dira que on a un salaryman dans Chime, on a un type qui effectivement est entrepreneur dans Cloud, et là on a un journaliste, bon ça c'est annexe, mais on a ce métier de médecin qui est hyper importante pour la femme qui accompagne donc Damien Bonnard dans le film. Donc ça, je dirais que c'est un corpus qui se fonde là-dessus, qui donc met en avant, je dirais, une confrontation avec la réalité, si on peut le résumer ainsi. Je pense qu'on a commencé en discutant des acteurs, et je pense qu'on conviendra tous qu'il y a un défaut structurel du film, qui est la direction d'acteur. Ouais. Ouais, En même temps, on se dit que c'est peut-être un peu naturel dans la mesure où il parle pas Kiyoshi c'est Kurosawa un est un réalisateur cinéaste qui japonais. ne parle pas français. Ouais. Et qui fait des films en France. Mhm. Et je pense qu'il faudrait peut-être partir de là. Quel intérêt y a-t-il de faire un remake ailleurs qu'au Japon pour Kiyoshi Kurosawa? Est-ce que parce que le CNC est plus à même de lui donner des financements que le Japon? En fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a déjà beaucoup en fait d'auto-remakes se produisent de la sorte. C'est des films qui sont produits à l'extérieur. On pense par exemple à Funny Games US, qui est l'adaptation de Funny Games quasiment plan par plan par Michael Haneke, qui se passe aux États-Unis, donc en langue anglaise, pour la simple traduction de Funny Games. C'est pas du tout l'intérêt de Kiyoshi Kurosawa dans ce film. L'intérêt, il se loge ailleurs. Pourquoi revisiter ce film et pourquoi le faire en France? Oui, c'est pas une adaptation. C'est pas une adaptation, c'est une revisitation, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui changent. Et finalement, moi-même, j'étais assez surpris par le film, en ayant vu il y a pas si longtemps Le Chemin du Serpent. Je dirais que ce qui m'intéresse justement avec cette question de la direction d'acteur, c'est l'écart. Donc, c'est le fait qu'il y a un personnage japonais qui parle japonais dans le film, et que du coup, la question de l'adaptation du film au contexte français est constamment médiée dans le film, puisqu'il y a ce rapport donc, au personnage dont j'ai oublié le nom, vous m'en excuserez, je retiens jamais un truc comme ça. Ouais. Je retiens jamais les noms des personnages, je suis désolé. Le médecin ou Le médecin. Donc c'est Sayoko, je crois. Sayoko, Ouais. Et donc, merci beaucoup, Boubadut. Ah mais oui, merci beaucoup. Et je dirais que ce personnage qui est d'abord, disons, effacé, une adjuvante du personnage de Damien Bonnard, dont on pense qu'il est le personnage principal du film, va finalement devenir le personnage principal de ce film, par une sorte d'effet de twist, de surprise, de twist, twist, etc. Cela présagé par quelque chose qui est assez kurosawaien, qui est donc un cinéaste du fantastique, et dont le fantastique, je dirais, s'appuie principalement sur l'usage des mouvements de caméra, sur la façon aussi de positionner la caméra. Je pense que c'est un cinéaste de la présence,
et qui accorde une sorte de subjectivité aux lacunes, au hors-champ, et où le fantastique se loge dans ce qu'il y a derrière la caméra. C'est le cas dans Chime, avec cette présence invisible qui est incarnée par la caméra, mais c'est le cas dans les films plus anciens, dans Cure, dans tous ces films-là. Il y a un seul flashback dans ce film qui est plutôt un film linéaire et qui est un film qui est aussi entre le huis clos et les différentes missions que vont accomplir les deux personnages. Il y a un seul flashback et il est tourné d'abord, on le pense, par une sorte de présence kurosawaïenne, et en fait il s'agit d'une subjectivité. Il s'agit de celle de Sayoko. C'est vrai que le mouvement de caméra est très étonnant. Le mouvement est très étonnant parce que c'est un mouvement, je dirais, assez stéréotypique de son cinéma et qui en fait surprend, parce que il est vraiment rattaché à une présence qui est incarnée. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un couloir d'hôpital, oui, et que pour le moment il y a rien, il y a juste des portes fermées, aucune présence. La caméra s'approche, panote un peu vers une porte pour y saisir le nom en gros plan du médecin qui occupe ce bureau. Puis la caméra recule et revient dans sa position initiale pour laisser sortir Damien Bonnard de cette pièce et le voir partir au loin. Cut. Damien Bonnard est dans une petite pièce. La médecin, Sayoko, arrive pour lui parler. Ouais. Et elle se présente comme psychosomatologue, ce qui pourrait en fait donner une piste de lecture à la démarche qu'elle approche pour Damien Bonnard. S'agirait-il de régler le traumatisme de la mort de sa fille, etc. Donc on a là-dedans, je dirais, un effet déjà de retournement de la subjectivité qui s'accompagne aussi au récit par le fait que Damien Bonnard, lui, reste dans ce hangar et qu'ensuite on va suivre la vie quotidienne de Sayoko et qu'on a donc cette inscription réaliste de la vie de Sayoko, où justement il y a un autre personnage japonais qui va lui livrer le fait qu'il ne se sent pas à l'aise en France, qu'il a le mal du pays. On va comprendre qu'elle a choisi de rester en France. Donc le personnage incarné par l'acteur de Drive My Car d'ailleurs. Oui. Et le personnage de Sayoko me semble tout à fait médier la démarche de Kiyoshi Kurosawa, qui est au final de reprendre son récit en se mettant en scène. Ce qui peut être une raison pour laquelle il retourne en France. C'est que Kiyoshi Kurosawa, on l'a présenté, c'est un auteur de films de genre, et qu'il n'a pas la reconnaissance au Japon, ou il n'a pas disons la caution auteur qu'ont d'autres cinéastes. Je pense que ce qu'il va chercher en fait en refaisant La Voix du Serpent en France, et ce qu'il va rechercher au prisme de ce film et de cette c'est le fait de s'inscrire comme auteur dans le film et d'en livrer une version plus personnelle. En tout cas, d'affirmer une personnalité au sein du film. Est-ce qu'il y a dans le film originel cette sorte de personnage secondaire qui conduit alors l'arrière-plan est beaucoup moins présent, c'est plutôt un film huis clos. En revanche, il y a effectivement ces mouvements de retournement de situation, comme dans le film. Cela dit, j'ai tout de même l'impression que ce qui est la vraie différence entre La Voix du Serpent, d'ailleurs il y a une différence de longueur, mais entre La Voix du Serpent et Le Chemin du Serpent, c'est vraiment cette question de la médiation, du fait de sortir du genre pour le regarder de l'extérieur, et pour se médier en tant que metteur en scène au sein du film. Oui, parce qu'on l'a pas précisé dans le résumé, mais ça implique une révélation d'ordre scénaristique, donc peut-être que ceux qui souhaitent être vierges de toute information n'écoutent pas ce que je vais dire.
Il se trouve qu'au mi-temps du récit, je pense que ça arrive vraiment au bout de 50 minutes, donc c'est vraiment la coupure parfaite. On se rend compte que le personnage de Sayoko met entre guillemets en scène la confrontation entre Damien Bonnard et les personnes sur les qui il enquête et qu'il veut interroger, quitte à demander à ces personnes qui ont été enlevées d'inventer une histoire qui permette de prolonger l'enquête dans une direction qui serait complètement factice, qui implique du coup rétrospectivement de la lire comme une figure symbolique de dramaturge ou de metteuse en scène. Je m'étais pas figuré. Je trouve que ce que tu dis est vraiment très juste et très pertinent. Je me l'étais pas du tout figuré, mais par exemple, j'avais oublié qu'elle se présentait comme somatologue, et je trouve que c'est un gros hint, et Dieu sait si Kiyoshi Kurosawa est un habitué de gros hints pour faire des lectures théoriques de ces films. On en avait parlé pour Cloud avec l'histoire du jeu des petits chevaux. C'était pas les petits chevaux, je sais plus là le. Si. C'était des petits chevaux. Des petits chevaux, il me semble. Je sais plus. Ou qui était une sorte de métaphore du principe esthétique de la mise en scène du film. Cette idée de traquer psychosomatiquement les traces d'un écosystème social qui viendrait affecter l'individu japonais, c'est vraiment ce qui pourrait caractériser au cœur la stratégie de mise en scène de Kiyoshi Kurosawa, à commencer par son premier grand film qui est Cure, qui était déjà un film qui allait trouver des stratégies de mise en scène pour restituer un état de trouble mental et d'oubli de soi-même, de dépersonnalisation, qui aboutissait donc à une vague criminelle et qui était, dans la thématisation du genre, prise en charge par un enjeu surnaturel, mais qui était à l'évidence une allégorie d'ordre sociologique ou anthropologique sur ce que c'était qu'être un individu dans la société capitalistique japonaise. Il y avait des scènes qui le clarifiaient clairement dans Cure. Et en fait, il me semble que le cinéma de Kiyoshi Kurosawa pose la question de la psychosomatisation de pathologies qui ont une origine sociale, on pourrait dire. Alors, ceci étant posé, d'ailleurs, une des difficultés que pose La Voix du Serpent, et qui tient sans doute au déplacement géographique, est que l'ancrage sociologique en France est beaucoup plus difficile à saisir, et parce que là où il assume un travail de sociologue en fait au Japon, il a fait des études de sociologie, enfin bon, il le cache pas. Ici, ne fonctionne pas très bien en France parce enfin moi j'ai eu des difficultés à savoir quel était au fond l'espace social, le milieu, l'univers social dans lequel il s'inscrivait. Pardon, parce qu'à la fois d'une certaine manière, il y a des moments où il filme vraiment la campagne française comme la campagne japonaise. C'est assez flagrant, je trouve. C'est vrai. C'est une sorte de petite maison dans les bois et tout. Des champs avec des espèces de hautes herbes. Je crois un peu dans Charisma. C'est vrai que le moment où Damien Bonnard, elle fuit, ça m'a fait penser presque à du Hamaguchi dans la façon dont il peut filmer la forêt dans le Tout à fait. Tout à fait. Enfin, il y a vraiment quelque chose, on sent pas en France en fait dans le film. Bon. Et donc voilà, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que les motifs, les idées théoriques du cinéma de Kiyoshi Kurosawa étaient là, mais désubstantialisés, désincarnés, dans un geste très théorique, très réflexif, très ouvertement réflexif. Son cinéma l'a toujours été, mais toujours comme une manière d'approfondir une problématique d'ordre social, tu vois. Et là, c'est comme s'il y avait l'architecture générale de son cinéma, mais il n'y avait pas le reste. Ce qui fait que, par exemple, ce qu'on se disait hors micro, comparé à Cloud, que je trouve quand même être un film un peu plus intéressant, La Voix du Serpent est un film avec une mise en scène beaucoup plus nette, quoi. C'est beaucoup mieux cadré, c'est beaucoup mieux composé. Mais et surtout, on va retrouver des motifs, pour le coup, de composition plastique horrifique très typique de son cinéma, le vent dans les rideaux iridescents, l'apparition à un moment de Sayoko dans un profondeur de champ qui n'est qu'une ombre qui se détache d'un fond sans fond, une espèce de magma noir, qui est un motif qu'on trouve tout au long de ces films. Mais ces instants qui témoignent qu'il a un peu la mise en scène dans le sang, quoi. C'est vraiment un pur metteur en scène, témoignent également du caractère, je dirais, ou désinvesti,
ou insatisfaisant de la fiction à l'intérieur de laquelle ça s'inscrit. Et je pense que ça tient aussi à des problèmes de scénario. Parce que un des pièges, je crois, sur ce cinéaste, c'est de penser que c'est un pur plasticien de l'horreur, comme John Carpenter, par exemple, tu vois, qu'il adore, ou Toby Hooper. Alors que lui-même, il ne cesse de dire en interview qu'il se rêve comme un raconteur d'histoire qui fait des grandes allégories sur l'état de la société contemporaine. Et là, dans le film, il me semble que, à partir du matériau qui était très concis de ces films de vie cinéma dans les années 90, il a tenté d'amplifier le récit, et cette amplification ne marche pas. De la même manière que... de naturaliser quand même ce cinéma. Ouais, mais je suis pas sûr que justement ça prenne aussi bien qu'il le voudrait, tu vois. Parce que certes, il y a ce constat sociologique dans les films de Kurosawa, mais c'est toujours dans un espace qui est d'emblée un espace de fiction. Complètement. Alors que je trouve que le mouvement des 3 derniers films de Kurosawa, c'est de les réancrer. Ouais. Et ce qui est paradoxal en fait dans ce film, puisque la résolution du film se fait par un artifice beaucoup plus... par un édifice beaucoup plus artificiel que ne l'est l'édifice, les Yakuza qui font des snuff movies, dans Serpent's Path. Ouais, tout à fait. Mais on est dans, je dirais, dans une fiction qui est beaucoup plus modélisée dans les précédents films de Kurosawa, là où les 3 derniers films me semblent vraiment essayer de se raccrocher à des traces du contemporain. Ouais, mais est-ce que c'est pas là le problème, c'est qu'à force d'essayer d'étoffer son scénario de pléthore de détails, d'avoir essayé de développer presque une sorte de cosmogonie, notamment dans celui-ci, en fait finalement il se prend les pieds dans le tapis, là où précisément son grand talent, et notamment dans sa mise en scène, c'est généralement un peu le vertige de ce qu'on ne comprend pas, enfin, c'est un peu l'absence, j'en ai pas vu énormément, j'ai vu les 3 de cette année et Cure notamment, et en fait ce qui me semblait ressortir de façon évidente dans Chime et dans Cure, c'est que son grand talent il ressort dans précisément ce qui n'est pas expliqué scénaristiquement, et c'est un pur plaisir sensoriel d'une expérience de perte de contrôle notamment, ou en tout cas de perte de sens, où presque le spectateur sait aussi qu'il ne va pas en trouver. Et ça fait partie de l'horreur, notamment de Chime, où on a cette sorte de menace qui nous hante, qui hante les personnages du film, et on sait pertinemment qu'on n'aura aucune explication sur ce qui est en train de se passer. Et donc, grand cadreur qu'il est, il met des espaces très amples, très vides, des surcadrages, ses déplacements, ses mouvements de caméra sont souvent... Il y a des coupes très étranges aussi. Plein de cette sensation-là. Et le grand défaut de La Voix du Serpent, c'est de trop expliquer scénaristiquement ce qui est en train d'advenir. J'ai eu devant moi un film qui m'a vraiment intéressé à partir du moment où Sayoko s'est mise à, entre guillemets, contrôler le film par derrière. Le moment où elle a commencé à agir pour une raison totalement inconnue pour moi, presque justement comme si Kiyoshi Kurosawa arrivait dans le film et disait « Ok, maintenant, je suis dans le film et je vais faire en sorte juste de brouiller les pistes et de faire en sorte qu'il y ait une sorte de cauchemar qui soit vécu par tous les autres personnages, à la fois pour Damien Bonnard qui ne dort pas, qui n'arrive plus à un peu saisir ce qui est en train de lui arriver, tout comme évidemment aux autres hommes qui se font kidnapper. Mais dans son dernier segment, le film explique tout scénaristiquement. Ouais. Alors avec ça, justement, c'est le film initial explique tout scénaristiquement. Je pense que justement, il y a cette trame du film de genre. C'est autour de cette trame du film de genre, du polar bien ficelé, etc., qui va broder. Mais je pense que cette question, justement, du polar bien ficelé, c'est un peu le contrat du film. Tu vas avoir un polar bien ficelé. Ouais. Mais là, le fait est que je sais pas si c'est la force de Kurosawa, le bon ficelage. Moi, je préfère avoir son morceau de viande un peu liquide comme ça qui commence à couler. Tu préfères quand il fait des entrecôtes que des paupiètes, quoi. Exactement. Il le fait bien quand même dans beaucoup de ses films, tu vois, cette conduite de récit. Mais après, il y a toujours une tension entre 2 pôles qui serait la conduite de récit qui en fait relève de la rhétorique du genre dans laquelle il s'inscrit, typiquement dans Kairo
le contrat d'avoir peur toutes les 15 minutes, typiquement, tu vois. Et une puissance propre à la mise en scène qui viserait à soit dilater justement les scènes de peur dans autre chose qu'une rhétorique de la peur, soit dilater les scènes intermédiaires dans quelque chose qui serait une exploration d'abord d'ordre plastique, enfin de figuration plastique d'une problématique théorique et intellectuelle, et souvent justement d'obédience sociologique. Et on retrouve cette tension-là, en fait, dans La Voix du Serpent, mais c'est là où il faut en fait revenir sur des choses concrètes et pragmatiques, c'est-à-dire que l'équilibre entre les deux n'est pas très bien... c'est pas trouvé, tu vois, grammé, quoi. Il y a du déchet, comme dans Cloud, d'ailleurs. Il y a des séquences qui font perdre en intensité et de mise en scène et de tenue de récit le film. Je pense que ça concerne d'ailleurs plutôt des scènes avec Sayoko. Il me semble que il est plus fort aussi dans la mise en espace du huis clos que dans la mise en espace en extérieur. Tout à fait. Et in fine, il passe à côté en fait des potentialités de son film et de son récit, mais pas parce que oui, enfin, ils sont aussi mal dirigés que les acteurs. En fait, j'aime bien la création plastique très courte qu'il fait avec Vima Laponce et les enfants, où ils ont dit aux enfants, vous vous collez à Vima Laponce et vous la tenez. Et j'avais l'impression d'une sorte de sculpture mouvante avec tous ces enfants attachés. En fait, non, mais je veux dire que la fin avec Vima Laponce m'a un peu fait comprendre ce qu'il cherchait avec les acteurs français. Ouais. Parce que Vima Laponce, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Ouais, elle est super. Mais qui est une actrice qui est toujours extérieure à son rôle, qui a toujours un jeu exagéré. Que ce soit dans le côté... c'est un jeu antinaturaliste. Ouais. En fait, ce qu'il va chercher avec les acteurs, c'est pour ça qu'il choisit aussi Damien Bonnard, qui est d'abord un acteur de Guiraudy avant d'avoir une autre carrière. En fait, il va chercher des acteurs antinaturalistes. Maintenant, c'est un acteur de l'Antipouse. Ça, je suis d'accord. Oui, voilà. Il va chercher en fait des acteurs qui sont antinaturalistes, qui sont extérieurs à leur jeu, et il va leur faire jouer. Je pense que c'est une intention, en dehors du fait qu'il ne sait pas parler français, je pense que l'intention, c'est d'avoir le jeu le plus monocorde possible. Oui, ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a de l'artificialité dans leur relation entre eux, puisqu'ils mentent tous. Ils feignent tous de ne pas se connaître. Et ça relève un peu quand même de l'illustration métaphorique un peu lourde, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas très subtil. Et puis il y a une ambiguïté aussi, c'est que la monotonie et la rétention émotionnelle dans le cadre japonais a une signification propre qui relève de la nature du code en fait des relations sociales, ce qui n'existe pas dans un contexte français. Donc du coup, il va y avoir une dimension beaucoup plus antinaturaliste quand c'est appliqué au cadre français que au Japon. Et donc du coup, c'est vrai que c'est flagrant dans les relations entre Sayoko et l'acteur de Drive My Car, où ils sont eux aussi sur un jeu de monocorde, mais où ça n'implique pas... oui, mais lui, l'acteur de Drive My Car, rompt justement cette monotonie. Il se livre, il la prend à partie, justement. Il le fait avec un ton très monocorde. Moi, je trouve qu'il n'est pas particulièrement expressif. Oui, mais je le trouve très... Justement, pas dans les convenances du tout. Moi, ça m'a pas frappé, si tu veux. Je trouve qu'il est justement en train de la supplier de la garder. Il est très intrusif dans les questions qu'il lui pose alors que c'est un premier rendez-vous. Il est très... Oui, mais comment dirais-je, ça relève pas de la direction d'acteur, ça relève de l'écriture du scénario. Du personnage, mais... Là où il y a des films de Kiyoshi Kurosawa où l'interprétation des acteurs peut relever... Enfin, tu vois, Koji Yakusho, dans Cure ou dans Charisma, par exemple, va avoir des modalités de jeu qui ne relèvent pas du monocorde. Oui. Et donc oui, je vois ton raisonnement, mais je pense que ça va pas forcément au crédit du film, en fait. Ça participe d'un choix un peu lourd, quoi. Enfin, oui, Damien Bonnard joue faux, en fait, dans la majorité du film, mais parce qu'au fond, il y aurait l'idée que c'est un personnage qui ne maîtrise rien, qui joue au dur et au boss de la manipulation, alors qu'il est lui-même manipulé. Mais ça m'intéresse pas beaucoup, tu vois, comme champ de... Détail de truc, j'ai vu que Damien Bonnard, il avait, pendant le tournage du film, fait en sorte de dormir
autant que le personnage qu'il joue. C'est-à-dire 2-3 heures par nuit. Acteur studio, les gars. Acteur studio, tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait une forme de volonté d'incarner quelque chose d'autre que premier degré, son personnage qui est épuisé. Et il disait dans cette même interview, chez Tsunami, que la fatigue était vectrice de tension. Après, il y a un truc aussi que... Ça, c'est Hamaguchi qui l'avait expliqué par rapport à la méthode de Kiyoshi Kurosawa. C'est que quand il leur apprenait la mise en scène à l'université, il disait faut pas que vous donniez de direction psychologique, c'est que de la direction de mouvement en fait et de position, parce que ce qui compte. Kiyoshi Kurosawa qui disait ça. À Hamaguchi. Et Hamaguchi semble-t-il l'a vraiment. Il dit que c'est genre la meilleure chose qu'on lui a dit dans sa carrière. À savoir, faites en sorte que ça soit pensez-les comme des coquilles, pensez-les comme des figures en fait. Bon, c'est très Bresson, je pense derrière. C'est une vision de la direction d'acteur. Et en fait, parce que il y a une conceptualisation figurale de l'acteur chez Kiyoshi Kurosawa comme corps et plus exactement comme masse, dont on va interroger notamment l'engourdissement et la pesanteur. En gros, c'est un des enjeux centraux de son cinéma, et ça se voit bien avec Bonnard. En effet, il cherche ça. Après, moi, je suis pas persuadé justement que ça prenne complètement, parce que y a peut-être trop de scénarios qui psychologisent un peu l'affaire d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas cet effet d'étrangeté qu'on a dans Chime, par exemple, qui est un film où là, pour le coup, l'inertie qui creuse de l'intérieur ce personnage de cuisinier fou crée des effets de bizarrerie et l'enlaidisse par exemple terriblement, alors que là je trouve qu'il est un peu pris au piège d'interactions entre des protagonistes qui sont des interactions conventionnelles et psychologisantes quoi. Ce qui fait que va y avoir aussi des espèces de trucs bizarres où on sent que les acteurs s'autodirigent un peu, et typiquement Amalric par exemple, c'est un acteur il peut pas être dans un jeu monocorde, enfin il est tellement un jeu hyper, pour être hyper expressif, c'est un acteur un peu expressionniste dans son jeu, et du coup ça crée du jeu justement, ça crée de l'espace et ça fonctionne pas très bien. Le devenir des personnages dans le film, moi je pense qu'il est très bien résumé par ces plans un peu drôles où on voit les cadavres s'accoler les uns après les autres, et où ils sont de plus en plus immondes et laids, et par aussi le fait que les personnages vont sauf les deux personnages principaux, finissent tous à un moment par être transportés dans un sac de couchage, c'est-à-dire être ramenés à une masse pure, une marionnette. Il y avait ça dans Creepy, je sais pas si vous l'avez vu, où il y avait ce truc super génial où les corps des cadavres étaient mis dans des sacs en plastique qu'on mettait sous vide. Et où il y avait cette idée vraiment le corps va être amenuisé quoi, jusqu'à n'être que pure enveloppe. C'est vrai que ces corps conservés comme ça et alignés sur le côté, ça m'a aussi fait penser à The House that Jack Built. Cette idée qu'avait le personnage du film de Von Trier de conserver les cadavres pour un peu jouer avec et les donc voilà, c'est pas des donner encore des subs, on peut avoir un débat sur Lars von Trier. T'aimes pas Lars von Trier? Ah ouais? C'est fou. Même ses derniers films et tout. C'est marrant. Je pensais qu'en Godardien, t'aimerais bien Von Trier. Ah oui, en Pasolini aussi, en Tarkovskien. Mais... non. Et en fait, Lars von Trier, c'est le seul cinéaste dont j'ai vu 5 films sans jamais les finir. Aucun. Après, ce qui dépend, mon appréciation du film, c'est le temps passé devant. Et juste pour ajouter, parce que j'y pensais, je pense que le choix de la France, il est vite fait aussi, parce qu'on finance les films. Oui. Non, c'est pas que ça, c'est aussi que il a eu beaucoup de succès au Japon dans les années 97-2000. Genre truc de fou furieux quoi. Genre Cure, c'est le 3e plus gros succès de l'année en 97. Maintenant, plus personne sait qui c'est. Et le pays qui tout de suite a dit on le prend en charge comme un cinéaste, un auteur majeur. C'est les Cahiers, c'est la France, c'est la bande à Thierry Joux, c'est tout ça là, fin 90. On dit non, c'est le GOAT, c'est le meilleur cinéaste japonais en activité, et qui l'ont défendu à cette aune-là. Donc il va aussi en France, parce que c'est l'Eldorado, c'est l'Eldorado pour les cinéastes étrangers qui veulent jouer à l'auteur, quoi. Mais
Oui, pardon. J'ai un peu envie de discuter d'un segment du film avec vous avant qu'on passe à la suite. C'est la séquence dans le hangar à la fin. La fin du film. La fin du film. Ouais. Qui rappelle Cloud. Bah exactement, c'est ce que j'allais dire. On a encore une sorte de séquence de shoot-out dans un hangar abandonné où un personnage en cherche un autre. Et où il se perd. T'avais l'impression de quoi, Talila ? En fait, j'ai l'impression que ces films récents sont l'histoire de Nobody qui commence à manier des armes. Voilà, c'est marrant. c'est le récit. C'est marrant. Et qui les manie. Il les manie plutôt bien, d'ailleurs. Il les manie plutôt bien. Enfin, il est en train de vaincre des mercenaires dans armés. Claude, il a un peu de mal. C'est justement son Il pote. se fait aider, oui, c'est vrai. Yakuza mystérieux, là, qui tue tout le monde. Mais dans La Voix du Serpent, Damien Bonnard, c'est un... Il vise pour tuer, c'est John Wick, quoi. Ouais. Moi, j'aime pas trop cette séquence parce que je trouve que elle est très étrange, en fait. J'avais un peu décroché du film aussi à ce moment-là, donc elle est un peu arrivée, je savais plus où on était vraiment. Puis elle intervient après 3 embranchements de scénarios bizarres avec ce personnage de Albert Samy, là, Christophe Samy. Christian Samy. J'allais dire Albert Memmi, mais ça n'a rien à voir. Qui vont choper un moment, qui est joué par... Qui crée une scène de confrontation plutôt cool d'ailleurs. Oui, je pense que la scène de baston du film doit être la meilleure. C'est la meilleure du film en effet, parce que du coup ça dure aussi. Et on retrouve ce truc de pesanteur des corps. Mais j'aime pas du tout cette scène de fin dans le hangar parce que on retrouve un truc qui existe souvent chez lui de je what the fuckise un peu la fin de mon film, je commence à dénaturaliser à fond les ballons parce que je suis un cinéaste moderne et qu'en fait de toute façon ma fiction n'est qu'une fiction et c'était un peu ça déjà à la fin de Cloud avec ce truc de bagnole où ça y est, on était dans des ciels rouges à la Altdorfer et il disait je tombe en enfer, enfin tu vois, ok c'est bon, tu vois, ça y est, on est dans le cinéma moderne et tout, et c'est un peu une stratégie quand même de bouclage en fait qui est un peu systématique et qui me donne l'impression qu'il savait pas très bien comment finir sa fiction. D'autant plus qu'elle elle s'engrange par une sorte de pure téléportation des personnages. Ça arrive beaucoup dans le film pour le coup. Ouais, mais là, c'est très intéressant ça, je trouve, par contre. Mais je veux dire, c'est qu'il retrouve tout le temps les gens n'importe comment. Genre Christian Samy, il le trouve parce qu'il y a une photo où il est devant un fitness park et ils disent ah mais je connais ce truc de muscu et genre ils y vont et il est là. Tu vois, mais ce qui est d'autant plus troublant avec le hangar à la fin, c'est qu'ils ont aucune indication de comment aller dans ce hangar quoi. Ils sont dans un endroit où Christian Samy les amène. Ouais. Et Sayoko dit faut aller à un autre endroit. Oui, mais parce qu'en fait, elle a tout préparé. C'est un piège. Enfin, la question, c'est que Sayoko à un moment disparaît, que mystère est donné à quelles sont ses intentions véritables, on finit par les entendre, et qu'on suit Damien Bonnard avec une sorte de retour de la caméra kurosawaïenne. Mystérieuse, des coupes extrêmement étranges. Enfin, voilà, la caméra est positionnée pour faire durer un suspense et présager qu'une présence menace. Mais je trouve que c'est un peu artificiel, tu vois. Oui, c'est ça. C'est sans doute un peu artificiel. Ça prend pas. Mais qu'en fait, il s'agit là d'un piège puisque Damien Bonnard trouve son chemin tout à fait dans... En fait, ça me fait penser... de disjonction entre un truc purement scénaristique et un effet de style ou un truc de mise en scène. Mais c'est un peu la scène qui traduit le fait qu'il y a un peu 2 films dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il y aurait le film de Damien Bonnard qui fait sa revanche, et il y a le film de la mise en scène généralisée dans laquelle l'inscrit Sayoko. Et d'une scène à l'autre, on naviguerait entre ces 2 potentialités du récit pour pouvoir finalement choisir une des 2. Et il me semble que, au fond, la plus intéressante plastiquement, scénaristiquement, narrativement, esthétiquement, c'est pas celle qu'il choisit de prendre à la fin. C'est pas la mise en abîme de sa figure d'auteur qui est la plus intéressante pour lui. Peut-être parce que aussi c'est la plus ouvertement théorique. Et en fait, la plus intéressante, c'était celle qui était la plus proche du film original. Et au fond, la plus proche des films qui fait... C'est aussi ça le problème, c'est-à-dire que la tentative de renouvellement dans laquelle il s'inscrit, film après film, confirme qu'il était quand même meilleur il y a 20 ans, tu vois, à quelques exceptions près, tu vois. Moi je trouve par exemple que Les Amants Sacrifiés était une excellente bonne nouvelle, parce qu'il tentait des choses qu'il n'avait jamais tentées. Un film très important dans ma vie, ça a été... son film de fantôme sorti en 2015. Vers l'autre rive. Oui, j'allais le citer juste après. Magnifique. Qui est
Hirokazu Koreeda en bien, quoi. Enfin, c'est vraiment... Absolument. Et où il y avait un truc de Mais renouvellement même pur. Tokyo Sonata, tu vois, aussi. le film dont tu parlais tout à l'heure, 2018, le polar, avec un serial killer. Creepy. Moi, j'avais trouvé ça génial. Et c'est des films où, effectivement, il transformait des trucs de son système de cinéma de manière plus convaincante, je crois, que la run, qui est d'ailleurs une run parfaitement aléatoire, en fait, parce que il se trouve que tout sort en 2025 en France. Mais moi, j'avais vu à Chime, ça fait 2 ans et demi qu'il l'a tourné. À Berlin. Et Cloud, pareil, en fait, c'est sorti au Japon fin 2024, et c'est un projet qui est très vieux, c'est un projet qu'il a créé en 2019. Moi, j'ai l'impression pendant le Covid. Il y a aussi quelque chose, une dynamique de Kurosawa qui est un peu étrange, c'est que au Japon, il produit dans des contextes extrêmement industriels, où il a vraiment très peu de marge de manœuvre. Pour avoir rencontré Kurosawa à Berlin, j'étais encadré par un attaché de presse qui était le traducteur et qui cadrait mes questions. Donc on est sur une sorte d'impossibilité d'accéder à l'auteur, et l'auteur est quelqu'un qu'on trimballe parce que par ailleurs il a une renommée internationale, mais qui est pas du tout qui a pas du tout de marge de manœuvre vis-à-vis de l'industrie et de cette tentative de Toho de faire un truc de VOD, etc. Quand en France il y a justement l'extrême inverse, c'est-à-dire que on va lui accorder quasiment tous les droits. Donc je pense qu'il y a cette façon aussi, j'ai l'impression qu'il met en scène dans ses films une sorte, dans ses films récents, une sorte de rébellion contre l'industrie. Je pense que ça irait avec le côté plus complotiste que film de mafia de La Voix du Serpent. Et de Cloud aussi. Et de Cloud, qui sont justement des films d'indépendants, ou en tout cas de victimes d'une industrie. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il essaye de mettre en scène, même si... Ça relève un peu de l'intention. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est qu'avec un cinéaste de ce calibre-là, et vraiment de cette qualité-là d'écriture, on en attend mieux, en fait, parce qu'il a été capable de faire des films tellement... qui rénovent une certaine manière de voir le cinéma, que ça laisse penser qu'il a perdu un peu ses moyens, quoi.